Marie-Noëlle Lienemann, c'est le Premier ministre libanais qui fait l'actualité. Premier ministre libanais Hariri en France demain, accueilli par le président de la République Emmanuel Macron. Médiation réussie, dit-on. Succès diplomatique pour le président de la République d'avoir réussi à l'extraire de ce problème. Il faut le féliciter de cette initiative. Je crois qu'il se place dans la tradition de la France présente au Liban, plutôt là-bas pour jouer un rôle de pacificateur, d'unité entre toutes les communautés et d'indépendance de ce pays, ce qui n'est pas simple dans la région. Donc oui, je crois qu'on peut le féliciter de ce qu'il a engagé là. Oriane Mancini. Marie-Noëlle Lienemann, hier avait lieu une journée de manifestation à l'appel de plusieurs syndicats contre ce qu'ils appellent la politique libérale du gouvernement. 80 000 participants dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur, un chiffre très faible. Emmanuel Macron a-t-il plié le match face aux syndicats ? Vous reprenez la formule de Jean-Luc Mélenchon. Il a gagné la première manche, hein, c'est clair. Au sens... La quatrième manifestation, voilà, aucune n'a prise. Il est clair que les Français ne considèrent pas que c'est dans la rue qu'ils vont pouvoir s'opposer ou manifester leur mécontentement par rapport à la politique qui est suivie. En tout cas, à cette étape. Je crois qu'on est trop près de l'élection présidentielle, trop loin d'alternatives politiques qui doit s'incarner. Et d'autre part, je pense qu'il est, à partir du moment où le pied d'appel n'a pas été unitaire, où il n'y a pas eu tout de suite un grand mouvement, il est clair que... C'est ça le problème, le manque d'unité des syndicats ? Et le manque de perspectives politiques. Vous savez, pour pouvoir se mobiliser, il faut se dire on va gagner la bataille. Parce que sinon, on témoigne. Bon, et là, il y a des militants courageux qui témoignent. Mais pour gagner la bataille, il faut premièrement être unis et fort pour pouvoir se faire entendre. Et deux, avoir une perspective qui fasse que soit parce que le pouvoir en place est fragile, soit parce qu'il est près d'une élection, il finit par céder. Et puis, l'absence d'alternatives politiques, donc pas simplement au moment d'une élection, mais de projets politiques portés massivement par les forces de gauche, nuit à une mobilisation. Alors plutôt que la victoire d'Emmanuel Macron, est-ce que ce ne serait pas plutôt l'échec de Jean-Luc Mélenchon que vous êtes en train de décrire ? Enfin, c'est l'échec global de toutes celles et tous ceux qui veulent s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron et qui pensent que derrière ce code du travail modifié se joue un grand affaiblissement de notre modèle social. C'est compliqué parce qu'on voit qu'Emmanuel Macron est en train de changer un petit peu son image. Il a fait des propositions cette semaine en matière de politique de la ville, justement pour un peu gommer cette image de président des riches. Est-ce que selon vous, ça fonctionne ? Moi, je ne crois pas que c'est une histoire d'image, Emmanuel Macron, c'est une histoire de réalité. Ou alors de rééquilibrer sa politique, voilà, mais on veut dire. Le rééquilibrage, pour l'instant, est très formel. Parce que quand vous avez d'un côté, alors la politique de la ville, l'État va être de retour de l'État, oui, mais alors il y a de moins en moins... Vous a convaincu ce discours, quand même ? J'aimerais qu'il me convainque. Moi, je ne suis pas d'une personne qui pense que le pire, c'est génial, parce que comme ça, dans l'opposition, on a un boulevard. Non, j'aimerais, vu l'état de ces quartiers que je connais bien. Mais il ne vous a pas convaincu. C'est-à-dire, je trouve que c'est quand même assez classique comme thème, même s'il y met toujours un peu de lustre personnel. Je ne vois pas d'initiative massive immédiate. Alors, il nous dit on va faire un plan, le énième plan. Pas de massive immédiate. Et par ailleurs, des contradictions entre ce qu'on vote au budget, les décisions qu'on prend en termes de services publics, en termes d'hôpitaux, en termes même d'écoles. Même c'est bien d'avoir dédoublé les classes en CP-CE1 ou en CP seulement d'ailleurs. Mais on sait aussi que l'ensemble des moyens mis sur ces quartiers n'est absolument pas à la hauteur et qu'on ne peut pas se contenter de cette mesure. Alors, le gouvernement qui demande aussi aux bailleurs sociaux de diminuer les loyers à HLM pour compenser la baisse des APL. Est-ce que, selon vous, ces mesures vont pénaliser ces quartiers prioritaires ? Énormément. Et d'abord, arrêtons la fausse, entre guillemets, présentation du sujet. Il ne s'agit pas de baisser les loyers. Aucun des locataires ne va payer moins. Puisque en réalité, c'est baisser la contribution de l'État pour les loyers dans le logement social, puisque c'est baisser les APL. Et donc, pour baisser les APL, il faut baisser les loyers. Et on demande au HLM de payer la note. 1,7 milliard. On peut nous raconter tout le pipeau, qu'il y a plein d'argent qui est caché dans les caisses. La réalité, c'est qu'il y a de l'argent dans les caisses des HLM pour 3 raisons. La première, c'est qu'ils sont considérablement endettés, puisque, évidemment, tous les logements sont construits avec de l'endettement. Et que les HLM, ils ne peuvent pas faire comme l'État, s'endetter en disant un jour, peut-être, on augmentera les impôts. Les HLM, ils n'ont pas de levier autre que celui des loyers. Donc, on ne peut pas transformer le système qui a servi de financement comme ça en cours de route. Ou alors, c'est les fragiliser absolument.
La deuxième raison, c'est que cet argent, il sert à investir pour rénover, pour faire d'un renouvellement urbain l'ANRU, etc. Et donc là, vous allez massivement priver les HLM de ça. Et je termine sur cette question des quartiers. L'État ne met plus d'argent. L'argent qui est mis, qu'on nous annonce à les 10 milliards, c'est essentiellement ce qu'on appelle le 1% logement, Action Logement, et les bailleurs sociaux déjà, plus les collectivités locales. Alors c'est facile de faire des grandes annonces quand c'est pas soi qui payons. Marie-Noëlle Lienemann, on va passer à l'actualité du Sénat. Le Sénat qui examine cette semaine le budget de la sécurité sociale et qui a rejeté la hausse de 1,7 point de la CSG pour les retraités. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous ? Moi, j'ai voté contre ce transfert de l'UNEDIC des cotisations vers la CSG. Pourquoi ? D'abord, c'est une bonne chose que le Sénat l'ait fait pour les retraités, parce que d'abord, sur ce sujet des retraités, on nous fait un grand pipeau, oui, la solidarité entre générations, effectivement. Mais ce dont on oublie de nous dire, c'est que pendant ce temps-là, le capital, toute la richesse de rente n'est absolument pas ponctionnée, puisque elle va bénéficier de la baisse de l'ISF, de la flat tax, et elle paye très peu de CSG. Donc globalement, on fait de la solidarité entre actifs et anciens actifs pour ne pas parler de l'absence totale de solidarité entre le capital et le travail. Autre question, dernière question au Sénat. Emmanuel Macron qui veut engager une révision constitutionnelle pour réformer le Parlement. Réduction du nombre de parlementaires, limitation du nombre de mandats dans le temps, introduction d'une dose de proportionnelle. Est-ce que vous allez voter cette réforme ? Non. D'abord, premièrement, parce que je ne crois pas que la baisse du nombre de parlementaires soit la question centrale. Alors, je sais bien, ça ne fait pas la mode de dire ça. C'est pas la question centrale, vous y opposez ? Je pense que je m'y opposerai pour une raison simple, c'est que cette thèse que la démocratie va mieux quand il y a moins d'élus est dramatique. Et d'ailleurs, on le voit dans le fonctionnement des partis, parce que moins il y a de démocratie, moins on a à voter, plus c'est le chef en haut qui décide, mieux ça va. Eh bien non. Et les vraies réformes constitutionnelles qui seraient nécessaires, mais on n'a pas le temps de le dire, et vous m'inviterez pour en parler, c'est sur le fond de la manière dont on reprend du pouvoir, on redonne du pouvoir au Parlement et au peuple. Christophe Castaner prendra samedi la tête de la République En Marche. Est-ce qu'il doit, selon vous, quitter le gouvernement ? C'est la question que tout le monde se pose ce matin. Moi, je le crois. Enfin, je crois qu'on est rentré quand même dans un moment politique où, alors justement, il est important que le gouvernement soit plutôt là pour rassembler la diversité de sa majorité, mais bon, il n'y en a pas beaucoup de diversité, quoi qu'on en dise, et par ailleurs, s'attacher à rassembler les Français. Ce qui ne veut pas dire le consensus national. Ça veut dire qu'il ne faut pas être trop partisan dans la manière de le faire. Porte-parole et conserver le secrétariat d'État aux relations. Oui, enfin, franchement, je pense que ce n'est pas bon que les chefs de parti soient au gouvernement. Voilà. Estelle Bertrand. Depuis quelques jours, on assiste à une polémique entre Charlie Hebdo d'une part et Mediapart de l'autre. Est-ce que, selon vous, cette affaire illustre deux gauches qui sont devenues irréconciliables ? Non, je pense que ça montre dans le pays une fracture sur la manière d'engager la question laïque. Bon. Et je pense que je ne me reconnais... Je trouve que c'est mal la poser, la question laïque. Parce que, que Charlie Hebdo se moque de Tariq Ramadan ou du prophète, il se moque de l'Église catholique depuis des lustres, de ses papes et de ses curés à longueur de journée. Donc, c'est la culture Charlie. Moi, c'est pas forcément ma tasse de thé tous les matins, mais franchement, c'est pourquoi faire d'une certaine façon une différence entre les religions, quand Charlie Hebdo est effectivement anti-religieux, mais pas seulement anti-islam. Donc tout ça, je trouve que c'est pas le bon terrain, parce que en même temps, ça percute le droit au blasphème, le droit à la liberté d'expression, etc. Et de l'autre côté, moi, je suis une laïque invétérée. Je considère que nous ne sommes pas assez idéologiquement forts pour combattre l'islam radical et l'entrée trop importante de la religion dans la vie politique, dont on parle tous les quarts d'heure, pour ne pas parler d'autre chose. Je pense qu'il faut plutôt s'interroger sur comment on reprend pied idéologiquement, culturellement et concrètement contre ces montées intégristes et cette place de la religion dans la vie politique. Manuel Valls s'est exprimé fortement sur ces sujets-là. Est-ce que vous n'avez pas finalement perdu un grand ténor au PS avec son départ ? On l'a beaucoup entendu sur ces questions de laïcité.
on a perdu un grand ténor qui fracassait notre parti. Alors, bye bye. Hein. Franchement, tant mieux. Parce que les grandes voix... Il veut réintégrer le gouvernement, d'ailleurs. Bah oui, ça prouve bien. On voit bien qu'il était plus attaché à être au gouvernement qu'à être socialiste, Alors manifestement. pour parler du PS, là, vous êtes en pleine phase de reconstruction. Vous allez devoir choisir un nouveau premier secrétaire entre Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Carole Delga, Luc Carvounas. Est-ce que vous avez... Emmanuel Morel, que je soutiens. Et pas Marie-Noëlle Lienemann. Non, je pense que le temps est venu de jeunes générations. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas prendre toute ma place dans le Congrès, voire dans les instances. Le parti a besoin à l'exécutif, ce serait possible. Pourquoi pas. Je suis plutôt une grande voix et une grande sage de la gauche du parti et de mon parti. Parce vous avez été ministre, d'ailleurs. Plusieurs fois. Et je crois au parti politique. Alors, j'ai bien du mal aujourd'hui au sein du PS, il faut bien le dire. J'ai bien du mal à voir qu'on n'est même pas capable, à cette période-là du débat, d'avoir des débats de fond. Vous êtes en train de me donner des noms, ils sont tous honorables pour la plupart d'entre eux. Mais franchement, pour quel projet? Que ça veut dire que vous vous enlisez dans les querelles de personnes, c'est ça? Oui, et puis moi j'aimerais que chacun, et qu'on ne nous dise pas je veux un parti européen, social-démocrate pour le gouvernement, mais tout ça, ça ne veut plus rien dire aux yeux des gens. Concrètement, qu'est-ce qu'on veut comme politique sociale? Qu'est-ce qu'on veut comme politique économique? Est-ce qu'on est pro-libéral ou plutôt anti-libéral? Est-ce qu'on est pour le rassemblement des forces de gauche ou est-ce qu'on est pour être un parti de centre-gauche qui soit la queue de comète du macronisme? Voilà. Pourquoi vous n'arrivez pas à établir un projet? Est-ce que c'est pas parce que vous n'avez plus de ligne commune finalement? C'est le moment de savoir. Moi, je dis aux socialistes, mettez honnêtement sur la table ce que chacun d'entre vous, les grands courants de pensée, vous pensez de la situation. Comment on en est arrivé là, et pas pendant des lustres à regarder derrière, mais tirer les leçons du passé pour dire qu'est-ce qu'on veut en avant. Comment on aborde la question écologique. Comment on aborde la question européenne. Quand vous voyez les déséquilibres, on se cache devant les réalités en Europe. On va voir la Grande-Bretagne qui s'en va. Les Français disent bye bye, ils nous cassaient les pieds, ils ne voulaient jamais avancer. Sauf que dans nos échanges commerciaux, nous sommes quasiment équilibrés avec la Grande-Bretagne, alors que nous sommes hyper déficitaires avec l'Allemagne. Hein, et que les déséquilibres franco-allemands ne cessent de se creuser. Et on croit qu'on va continuer à être eurobélant sans dire qu'il faut quand même un peu de rapport de force pour modifier cette Europe, la rente sociale, l'harmonisation fiscale, puis arrêter que le libre-échange soit au profit d'un seul. Est-ce que le Parti socialiste est suffisamment en forme pour aborder ces débats? On dit que le plan social se passe assez mal. Est-ce que la direction collégiale n'est pas très présente auprès des salariés qui vont être licenciés? Est-ce que vous avez entendu parler de ça et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je sens bien le malaise. Alors, en même temps, on ne peut pas négocier à 28 avec les salariés. Donc, effectivement, c'est une mauvaise chose, la direction collégiale, c'est ça? De toute façon, ça ne peut pas durer. C'était un truc temporaire. Donc, en effet, il faut mettre en place une équipe qui négocie, mais je sais que le trésorier le fait. C'est un moment hyper douloureux. Pour finir sur le Parti socialiste, une sale affaire éclabousse en ce moment les MJS, avec une question de harcèlement sur la personne de Thierry Marchal-Beck. Avez-vous été au courant de ces agissements? Est-ce que des bruits vous étaient remontés? Non. Et pourquoi est-ce qu'à votre avis, on n'en a pas parlé au PS? Est-ce qu'il y a une omerta dans les partis politiques encore aujourd'hui? Plus généralement, il y a une omerta dans la société française. Moi, je peux dire, franchement, j'ai rien vu. C'est pas propre à la politique. Quand on me connaît, je peux vous dire que si j'apprends quelque chose, j'y vais pas à coup de silence dans les cas. Non. Simplement, je m'interroge sur deux choses. Comment on en arrive à ce que des militantes qui sont féministes ne trouvent pas le courage d'aller voir quelqu'un pour dire ça va pas. Donc ça veut dire leçon à tirer dans les partis politiques comme ailleurs. Il faut à la fois dénoncer, mais il faut surtout armer les femmes pour savoir dire non. Et d'une manière générale, dans notre société, il ne vous a pas échappé que je pense que l'émancipation des gens passe par leur capacité de savoir dire non, mais aussi de savoir construire un oui collectif. Marie-Noëlle Lienemann, après Solferino, après l'Élysée, il reçoit beaucoup dans ses bureaux de la rue de Rivoli. Je parle de François Hollande, l'ex-président de la République. Vous appréciez comment cette présence tutélaire sur le Parti socialiste, notamment? Personnellement, ça me laisse totalement indifférente. Je ne crois absolument pas que François Hollande pourra rebondir. Quand on n'a pas été au combat, après avoir été 5 ans président de la République, et c'est pas tant que je lui reproche par manque de courage, parce que je pense qu'il s'était mis dans une situation politique qui empêchait qu'il puisse aller à ce combat. Donc, quand on n'a pas été capable d'aller au combat à ce moment-là, on ne peut pas prétendre porter l'avenir de son mouvement.